Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mercredi 14 mai. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, hier soir, le président de la République était sur TF1 pendant plus de 3 heures, une émission très suivie, près de 5 millions de téléspectateurs, une émission politique pas tout à fait classique, puisqu'il répondait à des personnalités d'horizons divers issus de la société civile. Alors que faut-il en retenir? Est-ce que le président de la République a convaincu? L'analyse et le décryptage du politologue Pascal Perrineau. La loi fin de vie est à l'Assemblée nationale depuis lundi. 2 semaines de débats sont prévues. Un vote solennel envisagé le 27 mai. Philippe Juvin nous donnera son point de vue sur ce projet de loi. Il est à la fois député Les Républicains et médecin urgentiste. Xavier Dupont de Ligonnès, un nom et un visage qui obsèdent les Français depuis près de 14 ans. Qui est vraiment celui qui est soupçonné d'avoir tué femmes et enfants? Est-il mort? Est-il vivant? Le psychiatre Daniel Zaguri, expert auprès des tribunaux, livre un portrait passionnant dans un livre intitulé « L'énigme publique numéro 1 ». Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Est-ce que vous étiez devant votre télé hier soir à regarder le président sur TF1? Oui, et j'avoue que j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Plus de 3 heures, je crois que ça n'est pas raisonnable, parce qu'on peut commencer à analyser uniquement la forme, si vous voulez. Et là, je crois que la durée n'est pas raisonnable. Essayer de tenir des millions de téléspectateurs pendant plus de 3 heures. Alors ça a dépassé, c'est pas ce qui était prévu, mais ça a dépassé comme toujours en réalité. Voilà, mais c'est tout à fait excessif, surtout à l'heure où on sait le peu d'appétence des Français aujourd'hui vis-à-vis de leur classe politique et de leurs représentants politiques jusqu'au plus haut niveau. Et puis, il y avait, TF1 a cherché un peu à innover, il y avait une question de format de l'émission. Vous n'avez pas été convaincu, vous, par le format ? De trop nombreux interlocuteurs qui faisaient que le débat partait dans tous les sens. Or, il s'agissait de faire, certes, le bilan de la présidence Macron, mais aussi de tenter de dessiner les linéaments, les grandes lignes de la présidence Macron pour les 2 ans qui restent. C'était d'ailleurs, Pascal Perrineau, le titre de l'émission, les défis de la France. Tout à fait. Et on a parlé, au fond, assez peu des défis de la France. On est revenu beaucoup sur le bilan. On est beaucoup revenu pour la Xème fois sur la question des retraites. Et on avait une impression de fort éclatement, avec, j'ai trouvé également, des interlocuteurs qui étaient des interlocuteurs agressif. Or, je ne crois pas que, si vous voulez, le débat gagne à l'agressivité. La fermeté, oui. L'agressivité, je ne crois pas que ça soit utile. Vous pensez à qui, au débat. Les interlocuteurs, il y avait Sophie Binet de la CGT. Sophie Binet a été, en effet, extrêmement virulente. Robert Ménard, c'est son style, un style assez dérangeant, et d'ailleurs, parfois, il a mis un peu en difficulté le président de la République. Quant à Madame Molinier, bon, voilà, elle a comme d'habitude déroulé une accusation extrêmement vive sur l'usage des deniers publics, et le président était parfois un peu, là aussi, en difficulté pour lui répondre, mais je trouve que ça manque un peu de sérénité. Le débat démocratique doit être plus serein en France, et ce format d'émission ne va pas dans ce sens. Ça jette de l'huile sur le feu. Alors justement, Emmanuel Macron, là vous parliez des interlocuteurs qui, vous trouvez, l'ont bousculé, ont été parfois dans l'agressivité, et lui, il était à l'aise, sur la défensive. Comment vous l'avez jugé dans ce que vous avez vu? C'était assez surprenant, parce qu'au début, il tente de donner un peu de perspective, puis très vite, en effet, les questions l'amènent à se battre un peu dossier par dossier, parfois sur des dossiers relativement marginaux, qui n'étaient pas au cœur des préoccupations des Français. Il apparaît surtout, moi c'est ce qui m'a frappé, comme étant isolé.
extrêmement isolé. C'est très sensible au fur et à mesure où l'émission se développe. Oui. On s'aperçoit en effet que cet isolement, d'ailleurs, il l'a créé lui-même. La dissolution l'a isolé politiquement. Et on sent bien même que dans l'attelage du pouvoir exécutif, entre lui et le Premier ministre, ça ne tourne pas au mieux. Et donc on ressentait quelque part de manière extrêmement vive le fait que le roi était nu, le roi était seul. C'est ça ? Le roi était seul. Mais est-ce que c'est pas l'ADN d'Emmanuel Macron depuis finalement le début ? Son tempérament le pousse à cela. La présidence jupitérienne qu'il voulait, bien Jupiter est un peu seul, mais surtout Jupiter n'a plus beaucoup les moyens. Parce que hier c'était très intéressant. Il parlait, et parfois on lui disait mais quels sont les actes sur ce sujet ? Et là il disait bon on verra. On l'a vu en particulier sur le référendum. Qui a agité ce problème du référendum ? C'est tout de même lui dans les vœux, dans les derniers vœux qu'il a présentés aux Français. Et là bon il a au fond botté en touche. Mais c'est ce qu'on attendait. Parlons du référendum. Effectivement on attendait des annonces. La direction de TF1 avait dit qu'il y aurait des annonces. Ils ont même en pratique, pardon, je bafouille, annoncer justement les annonces et puis flop finalement. Il n'y a pas eu d'annonce. Flop, pourquoi ? On attendait tous des annonces de référendum. C'était relayé par les conseillers politiques du président. Flop, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité pour faire quoi que ce soit. Ça, Monsieur Bayrou le découvre tous les jours. Mais voilà, le pouvoir n'est plus dans les mains du président de la République. C'est un président qui, sur la scène internationale, garde son aura, garde son efficacité. Et d'ailleurs, là, ça a été les aspects les plus convaincants. On l'a vu sur la question ukrainienne, on l'a vu dans son ton qui a monté en sévérité sur le conflit israélo-palestinien et l'attitude du Premier ministre israélien. Donc là, on a retrouvé un président qui, sur la scène internationale, dit son mot, est actif, et c'était les meilleurs passages de cette émission. En revanche, dès qu'il a été ramené sur le plan national, on a vu tout simplement c'est le ministère de la parole, c'est la présidence de la parole, parce qu'on a vu que c'était un président qui est dépossédé. Il doit demander, j'allais dire, l'autorisation au gouvernement, et derrière, le gouvernement doit demander un soutien à l'Assemblée nationale. On l'a vu sur la question même du référendum. Certes, l'article 11, c'est un article qui est un pouvoir propre du président de la République, mais le référendum se fait sur proposition du Premier ministre. Et là, on voit que sur ces propositions du Premier ministre, bien, il attend que le Premier ministre fasse son chemin sur les différentes questions qu'on pourrait mettre à l'agenda du référendum. Donc on voit bien que la structure du pouvoir, qui est celle que la France connaît depuis juillet dernier, organise l'impuissance. C'est pas une impuissance voulue par le président de la République, c'est une impuissance qui lui est presque imposée par la situation issue de la dissolution extrêmement malheureuse d'il y a un an. Effectivement, vous employez l'adjectif d'impuissant ce matin lors des différents prises de parole en radio, les différents éditoriaux, c'est le mot qui est revenu, un président impuissant. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut à nouveau, par exemple, dissoudre l'Assemblée nationale ? Ce sera possiblement... Il a bientôt le pouvoir, mais est-ce que ça résolverait quoi que ce soit ? Je crains que non. La réponse est dans la main des Français. Parce que si on veut faire évoluer le dispositif qui produit de l'impuissance, il faudra que les Français changent leurs orientations électorales, éventuellement, et se précipitent beaucoup moins à gauche vers un parti extrême, à droite vers un parti extrême, et reviennent vers les forces du centre, vers les forces de gouvernement, que ce soit à droite ou à gauche, afin que l'on puisse avancer. Mais si les Français, et les sondages vont plutôt dans ce sens, reproduisent les choix qu'ils ont faits, j'allais dire en juillet dernier, eh bien voilà, on aura la situation que l'on a aujourd'hui. Vous savez, l'impuissance, c'est pas simplement celle du président, c'est ça qui est inquiétant pour la société française. C'est l'impuissance du gouvernement, c'est l'impuissance du Parlement. Ça fait beaucoup à l'heure où les défis internationaux sont majeurs et les défis économiques et sociaux sont majeurs. Et là, on s'aperçoit que, bon, que faire dans les 2 ans qui viennent, si ce n'est gérer cette impuissance et gérer les très faibles marges de manœuvre que l'exécutif a
sur le plan national. Sur le plan international, je crois qu'il faut vraiment dissocier. Là, on voit voilà, il est crédible, il a des idées, alors qu'on partage ou non, mais il a des idées, il est proactif. Tout de même, ce qui se passe, le retour en force de l'entité européenne et derrière, bien sûr, de la France et de l'Allemagne dans le conflit ukrainien, fallait le faire d'une certaine manière, parce qu'il y avait une sorte de monopole russo-américain qui était délétère. Et là, le président de la République, avec le chancelier Merz et d'autres, a réussi à remettre au cœur du processus de l'éventuelle sortie de la crise ukrainienne l'Europe. Et ça, bon voilà, chapeau bas. Les Français lui en sont, enfin le reconnaissent. Il a quand même néanmoins suscité donc de l'intérêt et de la curiosité hier, parce que je le disais, il y a eu une très bonne audience, près de 5 millions de téléspectateurs. Ça correspond à près de 29,7% des gens qui l'ont regardé. Quels sont, donc il y a une envie, une curiosité, une appétence. Quelles sont les préoccupations des Français? Alors, vous avez raison, il y a eu un beau taux d'audience. TF1 est arrivé très nettement devant tous les concurrents hier, même si la concurrence était au fond structurellement assez faible. Donc, en effet, le président de la République, débattre de l'avenir de la France, ça reste un bon produit d'appel, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait une attente. Il y a une attente, d'abord, d'écouter ce que le président a à dire sur des grands conflits, et particulièrement le conflit ukrainien qui, à juste titre, inquiète énormément les Français comme tous les Européens. Tout de même, le risque de la guerre, ça c'est un vrai risque, c'est une vraie peur, c'est une vraie inquiétude tangible. Donc on comprend que les Français écoutent celui qui est à la tête de l'État français, en l'occurrence Emmanuel Macron. Mais il faut bien reconnaître que les préoccupations des Français sont aussi des préoccupations de pouvoir d'achat et sur le terrain économique et social. Et que là, le président l'a dit d'ailleurs en réponse en particulier à la secrétaire générale de la CGT. Voilà, je ne vais pas me mettre à la place d'ArcelorMittal. C'est pas moi qui décide de ce que doivent faire les entreprises privées, etc. Donc, lorsqu'il se prend de bec un peu avec la secrétaire générale de la CGT, eh bien voilà, il montre, vous savez, c'est un Premier ministre socialiste, que l'État ne peut pas tout faire. Et au fond, c'est un peu ce qu'il disait. Il disait ArcelorMittal, je ne crois pas à la nationalisation. Ça me semble d'ailleurs sur le fond une réponse tout à fait raisonnable. Mais derrière ça, il y a aussi l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. L'État n'est pas un acteur économique qui doit se substituer aux logiques entrepreneuriales. À la fin de l'émission, à propos des 2 ans à venir, puisque c'était également la promesse de cette émission de faire le bilan et de montrer un cap, il a écrit, alors je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout et ce que vous l'avez vu, il a écrit un engagement à la fin, donc à réaliser dans les 2 ans à venir. Il a écrit « Restez libre ». Une armée plus forte, une économie plus indépendante, une jeunesse protégée et éduquée. Et effectivement, le sujet de la jeunesse est venu sur le tard dans l'émission. Alors, en effet, la liberté, c'est une question essentielle. Parce qu'on voit bien qu'avec l'impérialisme, il faut bien parler de cela, l'impérialisme russe en Europe, il s'agit, au-delà du dossier ukrainien, de défendre notre conception de la démocratie, notre conception du vivre ensemble et la liberté sur laquelle nous ne transigerons pas quant à notre mode de vie. Et là, ça faisait plaisir, quelque part, de voir le président de la République dire « c'est ça aussi, le combat que la France mène au plan international ». Ensuite, en effet, la liberté, elle ne peut s'épanouir que si derrière, il y a une économie prospère. Et là, c'est vrai qu'on a été un peu déçu, en particulier dans le débat avec Madame Molinier. Il a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de ne pas augmenter les impôts, mais Madame Molinier lui faisait remarquer, à juste titre, qu'il fallait certainement que l'effort d'économie sur la dépense et sur la dette soit plus vigoureux qu'il n'est. Et là, il faut reconnaître que les réponses du président de la République ont été assez faibles, parce qu'il sait aussi que l'opinion publique française là-dessus n'est pas une opinion qui va dans le sens de la baisse drastique de la dépense publique.
À quoi ça a servi finalement cette intervention? Ça faisait longtemps qu'il n'était plus tellement dans la place, si je puis dire. Ça a servi à quelque chose ou ça l'a plutôt desservi, vous diriez? Oh, je ne crois pas que ça, ni l'un ni l'autre, je dirais. C'est un peu un bilan neutre. Parce qu'au fond, dans l'eau? Oui, il avait choisi depuis bientôt 1 an de se placer au-dessus des querelles et d'être extrêmement actif sur le plan international. Moi, je crois que c'est un bon choix. Et c'est un aspect essentiel de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République. Là, d'une certaine manière, il voulait revenir un peu dans le feu du débat national, mais j'allais dire qu'il laisse le Premier ministre et les forces parlementaires agir. Je ne crois pas que le président gagnera beaucoup à redescendre dans l'arène, surtout quand il n'a pas tout à fait les moyens de redescendre de manière convaincante dans l'arène. Donc, d'une certaine manière, là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Il a évoqué parfois son Premier ministre. Comment jugez-vous l'évocation qu'il a fait parfois de son Premier ministre et quelles relations ont les deux hommes? Bon, il a dit qu'il gardait toute sa confiance à François Bayrou. Il sait aussi que dans le passé, François Bayrou a rendu dans la dynamique qui va le porter au pouvoir en 2017, a joué un rôle tout à fait important et essentiel. Mais on voit bien que le style Bayrou le surprend. Ce côté parfois un peu indécis, flottant que peut avoir François Bayrou, cette manière de ne pas faire de la politique comme on en fait d'habitude, d'entretenir un peu une brume politique autour de ses projets, tout ça n'est pas très en phase avec le style, vous avez vu, tout de même très articulé, il n'a rien perdu de sa superbe en termes d'argumentation, le président de la République. Oui, il maîtrisait ces sujets. Maîtrise ces sujets. Et les deux styles, en effet, ne vont pas très bien ensemble, mais surtout le volontarisme présidentiel se heurte, j'allais dire, à la navigation à vue du Premier ministre. Mais cette navigation à vue, quelque part, c'est aussi le président de la République, par la dissolution, qui l'a organisée. C'est lui qui a créé cette situation. C'était déjà pas simple après 2022, mais après 2024, c'est encore plus compliqué. Et c'est à cause de qui? Du président de la République. Alors justement, François Bayrou a rendez-vous aujourd'hui, c'est un rendez-vous important. Il est auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires à propos de l'affaire Betaram. C'est à 17h aujourd'hui. Il risque gros, François Bayrou Mais il risque gros, oui, parce que il y a une question d'image personnelle. Et d'autre part, cette commission s'est muée en commission d'enquête. Donc voilà, le Premier ministre va s'engager à dire toute la vérité, rien que la vérité, devant cette commission d'enquête. Et il va être obligé de sortir de ce qui est un peu, on y revient, un peu le flou de la défense de François Bayrou jusqu'à maintenant sur l'affaire Betaram. Et puis, il va être également face à une commission dans laquelle un des deux dirigeants de la commission, le député et les filles, est un député extrêmement agressif qui compte bien prendre l'affaire Betaram pour entamer, on le voit dans toutes ses interventions, un procès de l'enseignement catholique. Alors que cette affaire sinistre des violences dans l'internat, j'allais dire, on les a dans l'enseignement privé et dans l'enseignement public, vous voyez. Mais on voit bien comment il y a de la part de LFI la volonté de mener un combat politique et idéologique contre l'enseignement privé. Et donc, c'est à tout cela que le Premier ministre va être obligé de répondre de manière précise. Et je crois que, alors qu'on le sait, c'est un homme qui se prépare assez peu à ses interventions publiques. Oui, là, d'après ce que l'on sait, le Premier ministre se prépare parce qu'il joue gros. Il joue gros aussi politiquement, bien sûr. Vous parlez personnellement, mais politiquement. Bien sûr. Sa popularité est très faible, oui. Sa majorité est fragile, et on parle à nouveau
de mise en cause de la responsabilité du gouvernement dirigé par François Bayrou, et donc il rentre dans une zone de grande fragilité. Parce qu'effectivement, la question, c'est savoir s'il a menti, en fait, le 11 février dernier dans l'hémicycle, où il disait qu'il n'était pas au courant des violences commises dans l'établissement. Et puis, on a appris que sa fille a témoigné, qu'elle a plutôt dit qu'il était quand même au coururant. Il y aurait une rencontre en 1998 avec un juge que d'ailleurs il connaît, parce que je crois qu'ils sont du même village, et il aurait éventuellement, mais attention, soyons prudents, il aurait exprimé à l'époque, devant ces informations qui filtraient, son grand étonnement, disant qu'il avait du mal à y croire, ce qui est tout à fait possible, puisque même sa fille ne lui avait pas parlé directement des violences qu'elle avait pu subir dans cet établissement. Donc espérons que ce soir, ça va être un moment de vérité, mais je reviens à ce que je disais au début, de relative sérénité, que le débat public ne tourne pas à la foire d'empoigne. Merci Pascal Perrineau d'avoir été avec nous. Et puis, bien sûr, on peut vous lire Le goût de la politique. C'est toujours disponible. C'est votre livre paru aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. La loi fin de vie est en débat à l'Assemblée nationale depuis 2 semaines. Un sujet évoqué hier soir par le président de la République qui envisage le recours au référendum si le débat s'enlise. Avant de recevoir le député médecin urgentiste Philippe Juvin, eh bien, je vous propose. Vous êtes député LR et puis vous êtes aussi chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron hier et qu'en avez-vous pensé globalement ? Écoutez, si sur la fin de vie, puisque c'est le sujet qui nous rassemble tous les deux aujourd'hui, si la question c'est est-ce que moi je ne veux pas souffrir à la fin de ma vie, la question qui est posée aux Français souvent, c'est de leur dire est-ce que vous voulez des solutions pour ne pas souffrir en fin de vie. Personne ne veut souffrir en fin de vie. Enfin, la question qui est posée, elle n'est pas là. La question elle est posée, c'est la légalisation d'un dispositif pour donner la mort sans garde-fou. Oui. Hier, il a envisagé, il a dit si le débat s'enlise, peut-être un recours au référendum. Bonne, mauvaise idée, Philippe Juvin ? Enfin, c'est un sujet tellement complexe que je ne suis pas certain que le référendum soit le bon outil pour répondre à cette question. Moi, je vais vous dire, dans cette affaire, je vais essayer de vous montrer en quoi je trouve que le sujet est complexe. Moi, je suis médecin. On m'aurait dit qu'on allait travailler à la légalisation d'une exception d'euthanasie dans des situations extrêmement rares, exceptionnelles, en tête-à-tête avec le patient, quand il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ne pas en parler ? Mais là, on est sur tout à fait autre chose. Là, on est sur un dispositif qui va s'appliquer à des gens qui ont plusieurs années à vivre. Et ça, c'est un élément de fond. Ce n'est pas une loi sur la fin de vie. C'est une loi qui va s'intéresser, y compris à des gens qui ont plusieurs années à vivre, avec des critères extrêmement flous, avec une procédure assez expéditive, 0 à 17 jours pour prendre la décision. En fait, le médecin aura 15 jours pour décider si oui ou non il accède à votre demande, et ensuite, vous aurez 48 heures à minima pour réfléchir. Et en réalité, peut-être moins, puisque vous pouvez décider que ces 48 heures disparaissent à 0, si le médecin et vous-même êtes d'accord. Donc on est sur des procédures très expéditives. Dans l'Oregon, où il y a une loi depuis quelques années, on peut vous forcer, entre guillemets, à réfléchir 90 jours. 90 jours. Et puis nous savons, les médecins, que la demande de mort, elle est très fluctuante. Oui. Il y a des gens qui veulent mourir un jour, qui ne veulent pas mourir un autre. Au fond, moi, mon expérience me montre quoi ? C'est ce que j'allais vous poser. Ouais, elle me montre que quand il y a des demandes de mort, en fait, elles disparaissent quand vous apportez des réponses. Oui. Pourquoi les gens, parfois, pas aussi fréquemment que ça, mais demandent à mourir, c'est qu'ils sont seuls, ils ont des difficultés avec leur entourage, ils ont des souffrances, pas seulement physiques, psychologiques, ils ont un sentiment d'être une charge, et puis ne vous faites aucune illusion. C'est une loi qui est votée par des gens qui sont plutôt riches et bien éduqués et qui sont très entourés socialement, et qui va plutôt s'appliquer à des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de réseau social, d'amis à qui demander de l'aide, de parents disponibles et qui ont peu d'argent. Donc c'est une loi qui va essentiellement s'appliquer aux pauvres. Dans l'Ontario, c'est 40% des gens qui demandent l'euthanasie expriment qu'ils ne veulent pas être une charge pour leur entourage, y compris une charge matérielle.
Donc on voit bien que on est dans une situation où on va essentiellement s'intéresser à des gens qui n'ont pas de moyens d'avoir des réponses. Il y a un chiffre qui avait été donné par les gens de soins palliatifs. Quand on entre en unité de soins palliatifs, 3% des gens demandent l'euthanasie le premier jour. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours ? Qu'est-ce qui s'est passé justement ? On a apporté des réponses. Et on a apporté des réponses à leur demande, mais à leur demande et aux demandes de la famille aussi. Parce que vous avez aussi des gens qui demandent l'euthanasie parce que leur aidant est fatigué, est usé. C'est très fatigant d'accompagner un malade. Quelle réponse ? Ça peut être des réponses lutte contre la douleur, j'ai mal, je n'ai plus mal, une détresse psychologique, un syndrome dépressif, une anxiété, la peur de savoir comment ça va se passer ou pas se passer. En fait, les demandes, elles sont multifactorielles, mais surtout, elles sont variables. Or, avec ce fameux délai d'ultime réflexion de 48 heures, voire moins, comment voulez-vous avoir le temps de réfléchir ? On est dans une procédure expéditive. Vous voulez dire que ça enferme aussi le... Alors, il y a ça aussi, vous avez raison. C'est ça ? Moi, j'ai un exemple quand même d'une personne qu'on m'a raconté, qui milite dans une association pour le suicide assisté, l'euthanasie, et qui ne voulait pas y aller. Et au dernier moment, qui a consulté son oncologue, son cancérologue, en disant « Écoutez, j'ai rendez-vous dans 48 heures, je ne veux pas y aller. » Et alors, n'y allez pas. Eh bien, le gars a dit, mais vous n'y pensez pas, toute ma vie a été construite autour de ça, j'ai pris l'engagement, tout le monde est au courant, et finalement, il y est allé. Donc, la loi va créer une pression supplémentaire, à la fois sur les patients eux-mêmes, et sur leur entourage, et puis sur tout un tas de gens qui ne sont pas concernés au jour, mais qui vont se dire, finalement, je suis un poids, et potentiellement, il y a une solution. Vous pensez à quel genre de profil de malade qui pourrait s'envisager ? Un quart des gens, aujourd'hui en France, meurent en EHPAD. Un quart de la population décède dans un EHPAD. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe dans une EHPAD, mais dans les EHPAD, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes surtout, sont en faible nombre. C'est un travail très exigeant physiquement. Je ne suis pas certain que tout le monde soit lavé tous les jours. Je ne suis pas certain que les médicaments arrivent vraiment à l'heure tous les jours. Tout simplement parce que la charge de travail est immense. Et qu'il n'y a pas assez de personnel, on le sait malheureusement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'effectivement, quand on n'a pas les aides matérielles, les aides humaines, la fin de vie est plus difficile ? J'ai dit ça dans l'hémicycle pour que les gens comprennent, mais quand vous êtes grabataire dans un lit et que vous ne pouvez pas vous lever, vous sentez, pardon des détails, mais vous sentez la sueur, vous baignez dans l'urine, vous baignez dans les selles, tout ça est très peu ragoûtant. Quand vous êtes riche et qu'il y a 24 heures sur 24 quelqu'un qui est à côté de vous pour vous laver, ça peut aller, oui. Mais si l'infirmière, parce que vous êtes pauvre, ne passe qu'une fois par jour, et que pendant la majorité de votre temps, vous êtes dans un inconfort, oui, ça peut donner des envies de mort. Je rencontrais une dame qui est handicapée et qui me disait, moi, l'infirmière vient une fois par jour et elle me couche à 17h, parce qu'elle doit faire son tour. Elle envoie un patient à 17, à 18, à 19. Donc moi, je suis le patient de 17h. Donc à 17h, je suis au lit. Elle me disait, mais comprenez ce qu'est mon confort de vie. C'est pas une vie que nous accepterions. Vous voulez dire que, faute de moyens, les patients, les malades sont mis dans des situations qui, de fait, les font envisager... C'est ça le risque. Une de mes vraies préoccupations, compte tenu de la très grande paupérisation du système de santé, mais au-delà aussi du système médico-social, des aides humaines et matérielles. Ma préoccupation, c'est que des gens, en fait, par défaut, demandent l'euthanasie parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de bon niveau. Et souvent, on dit, oui, mais on va développer les soins palliatifs. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a cette deuxième loi, Philippe Juvin. Bien sûr, mais c'est une loi d'abord qui, vous savez, un Français sur deux aujourd'hui qui ont besoin de soins palliatifs meurt sans avoir eu accès aux soins palliatifs. Donc le temps qu'on y arrive, c'est 10 ou 15 ans. Pourquoi ? Parce que même si vous aviez des milliards à mettre sur la table que nous n'avons pas, de toute façon, nous n'avons pas le personnel. Il faut former les gens, etc., etc. Donc cette loi, elle ne va rien résoudre immédiatement. Et si elle prend un engagement de financement sur 10 ans, vous savez comme moi que les financements sont votés chaque année. Et alors qu'on ne sait même pas quel sera le budget de la France dans 10 mois, vous imaginez pas qu'on sait ce qu'est le budget dans 10 ans. Mais même si demain vous avez des soins palliatifs, et ça ne sera pas avant 15 ans, je pense, à bon niveau, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que les soins palliatifs. Quand je vous disais la personne qui passe dans les l'EHPAD pour vous laver, c'est pas du soin palliatif, c'est du soin tout court. En fait, nous avons une telle dégradation de notre système de soins et de prise en compte de l'autre que des gens
par inconfort, par défaut, par désespoir, risque de choisir le soin palliatif, l'euthanasie, parce que en fait, ça sera plus rapide. C'est ça qui est paradoxal. Quand vous avez très très mal et que vous voulez une consultation de la douleur en France, vous savez combien de temps il faut pour avoir une consultation de la douleur? 2 à 9 mois. 2 à 9 mois. Selon le les département. territoires, Voilà. bien sûr. Et combien de temps faudra-t-il pour obtenir l'euthanasie? 0 à 17 jours. Donc, cette idée que légaliser l'euthanasie alors qu'on a un système de soins qui s'écroule devrait tous nous alerter sur les risques, en fait. Et puis là-dessus, vous avez la pression sociale, bien sûr. À quoi je sers? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un d'âgé vous dire « Ah, mais je suis une charge, je suis devenu une charge ». On a tous entendu ça. Bien sûr. Voilà. Ben là, la nouveauté, c'est qu'il y aura une solution. Et donc tout ça crée des conditions qui font que on pense que ça va être très limité. En réalité, comme dans tous les pays voisins, ça va s'élargir très rapidement. Et il y aura beaucoup plus de monde que vous ne le pensez. Donc voilà, mon inquiétude est là. Après, on peut se poser des questions philosophiques. Il y en a une que je me pose, moi. Donner la mort, c'est un principe, c'est une interdiction absolue dans toutes les sociétés. Vous n'êtes pas médecin pour donner la mort. Absolument. Vous avez prêté serment. Et donc l'idée qu'à un principe absolu, on puisse trouver quelques exceptions, même soi-disant raisonnables, et elles ne le sont pas, ça ouvre la possibilité à ce que d'autres demain trouvent d'autres exceptions. Moi, je suis médecin et je ne veux pas que quand je rentre dans une chambre, en blouse blanche, il y ait quelqu'un, le patient qui me voit, ait à se poser la question de la raison de ma venue. Vous voyez, le médecin, il est là pour soigner, pour soulager. Et encore une fois, ne croyez pas que c'est une incantation. L'expérience montre que quand on apporte des solutions aux gens, quand on les soulage, y compris psychologiquement, quand ils sont pris en charge, quand ils sont plus lavés, quand les souffrances physiques, psychologiques, on les met pas au lit à 17h, quand ils ont une toilette, quand ils sont entourés, eh bien les demandes d'euthanasie disparaissent. Et donc la question c'est quelle société vous voulez? Vous voulez une société du soin, telle que je viens de la décrire, ou une société où au fond, pour régler entre guillemets la question, eh bien on va vers l'euthanasie. Alors ils vont vous dire, c'est une société en réalité de la liberté. Chacun fait ce que... C'est effectivement la mention, la liberté qui est mise en avant par les partisans. Mais d'abord, on n'est pas libre. La liberté absolue, c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul dans la société. Et puis surtout, est-ce que vous croyez qu'on est libre quand on est, par exemple, on souffre de dépression? Oui, quand on est diminué. De dépression. Les psychiatres savent que non. On n'est pas libre. Est-ce qu'on est libre quand on est pauvre et qu'on n'a pas la possibilité de se payer l'ordinateur à reconnaissance de la paupière ou le fauteuil roulant électrique? Non, bien entendu. En fait, cette notion de liberté, et je l'ai dit à mes collègues de gauche, à une époque, la gauche française, école marxiste, savait faire la différence entre les libertés réelles et les libertés formelles. Et là, on crée une liberté qui est très formelle, parce qu'en fait, les pauvres, ils ne sont pas, je suis désolé, ils ne sont pas aussi libres que les gens qui sont entourés et riches. Dans quelle ambiance a démarré les débats qui ont démarré lundi et comment votre parti va voter? Est-ce qu'il y a une consigne de vote d'ailleurs? Non, c'est un sujet tellement intime que chaque parti a donné la liberté de vote. Très majoritairement chez les Républicains, nous nous opposerons au texte. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'en fait, les critères stricts ne sont pas stricts. Nous pensons qu'il y a une fausse collégialité. Vous vous rendez compte qu'on ne verra même pas un psychiatre? La moindre des choses, quand quelqu'un vous dit « je veux me suicider », quand même, on fait le point avec un psychiatre. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, il n'y a pas de critères stricts et ça va s'appliquer à des gens qui ont potentiellement plusieurs années à vivre. Et enfin, vous avez peut-être vu, mais dans cette loi, il y a quelque chose qui est très révélateur. C'est qu'au moment, une fois que le décès aura eu lieu, le décès par euthanasie ou par suicide assisté, il faudra cocher sur le certificat de décès mort naturelle. Mort naturelle. Mais il n'y a rien de moins naturel que d'administrer un médicament qui provoque la mort. Donc la difficulté du débat, c'est que j'ai l'impression parfois que mes collègues ne voient pas ce qu'ils voient. Vous voyez, je leur dis, voilà, ma veste est bleue. Regardez, elle est bleue. Et certains me disent, mais pas du tout, elle est blanche. Est-ce que vous en avez invité certains à venir visiter vos services? Est-ce qu'ils sont venus? Certains sont venus, certains... Est-ce que certains ont changé d'avis après avoir été... Assez peu, parce que trop de députés continuent à penser
qu'il y a dans la loi ce qu'il n'y a pas, en particulier un encadrement strict. Il n'y a pas d'encadrement strict. Délai très court, très peu de collégialité, et c'est pas une loi sur la fin de vie, c'est une loi qui s'ouvre, y compris à des gens qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Tout cela fait que il y a un peu de travail de pédagogie. Quelques années à vivre parce que vous dites que, par exemple, concrètement, c'est-à-dire, j'ai un cancer du sein, par exemple. Un cancer du sein avec des métastases osseuses d'emblée. Oui. Aujourd'hui, avec certaines immunothérapies, des femmes ont des espérances de vie de plusieurs années. Plusieurs années. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Il y a des révolutions qui se passent. Plusieurs années. Elles ont une maladie, pourtant, elles ont une maladie qui répond à tous les critères de la loi, maladie grave, incurable, en phase avancée, puisqu'elles ont des métastases. Et pour peu, il faut évidemment qu'elles expriment une douleur insupportable, mais pas simplement une douleur physique, ça peut être uniquement une douleur psychologique, c'est-à-dire très subjectif. Eh bien, elles entrent dans les critères de la loi. Donc vous voyez bien qu'on a des gens qui ont plusieurs années à vivre et qui potentiellement seront touchés par la loi. La loi Leonetti permet aujourd'hui, sur les gens qui sont en fin de vie, de répondre à la quasi-totalité. Moi, je ne connais pas de Donc il faudrait rester pour vous sur la loi clé. Il faudrait surtout renforcer le soin. Aujourd'hui, on meurt mal en France. C'est ça la vérité. Et probablement, c'est parce qu'on meurt mal que les gens se disent « Ah bah oui, c'est plus possible, il faut accélérer les choses ». Et c'est pour ça que cette loi prospère. Merci Philippe Juvin d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre point de vue sur ce projet de loi. Merci beaucoup. Le psychiatre expert auprès des tribunaux, Daniel Zaguri, s'est penché sur le cas de Xavier Dupont de Ligonnès à travers les traces écrites qu'il a laissées. Il en tire un portrait psychologique absolument passionnant. En attendant qu'il me rejoigne, je vous propose d'écouter le message vocal laissé par Xavier Dupont de Ligonnès sur le répondeur de sa sœur la nuit présumée des meurtres. C'était le dimanche 3 avril, il est 22h37. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là je vais coucher les enfants durant sur un seconde. À tout de suite, peut-être. Bonjour Daniel Zaguri, vous êtes psychiatre, expert honoraire auprès des tribunaux. Vous connaissez bien les criminels, on peut le dire, hein. Vous avez expertisé des tueurs en série, Michel Fourniret, Guy Georges. Le sujet de votre dernier livre, absolument passionnant, c'est l'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès. Ça aurait pu s'appeler Dans la tête de Xavier Dupont-Ligonnès, puisque on va y revenir au long de cette interview. Vous plongez dans sa tête. Pourquoi ce titre, l'énigme publique numéro 1 ? Alors, le titre initial, c'était pas dans sa tête, c'était un peu prosaïque, mais l'enquête psychique ou l'enquête intime. Et puis, je me suis demandé pourquoi cet homme qui a commis ce massacre, qui est accusé d'avoir commis ce massacre épouvantable, pourquoi il n'était pas haï ? Pourquoi il n'était pas l'ennemi public numéro 1 ? Et c'est de là que m'est venue l'idée, effectivement, de ce titre, l'énigme publique numéro 1, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la France est divisée et que tout le monde a son opinion, sa croyance sur et se passionne pour ce sujet, la survie ou la mort. On va y venir, effectivement. Alors comment vous avez travaillé ? Parce qu'il me semble que vous ne l'avez pas rencontré, Xavier Dupont de Ligonnès. Comment vous avez travaillé, alors que d'habitude, vous voyez soit des patients ou soit des criminels ? En effet, alors, c'est effectivement un reproche qu'on peut faire, qu'on fait parfois. Vous ne l'avez pas examiné. Bon. Certes. Mais il m'est arrivé d'examiner des personnes qui étaient particulièrement secrètes ou particulièrement peu participantes à l'examen et sur lesquelles j'avais pas grand-chose à dire. Lui, je ne l'ai pas examiné, mais j'en sais 10 000 fois plus. Pourquoi ? D'abord, j'ai lu tous les livres qui lui ont été consacrés, ou à peu près. J'ai rencontré des proches.
jeune sœur, Bruno de Stabenrath. Son ami. J'ai rencontré l'ami qui s'occupait de son père quand il était déclinant. Et donc, et puis, j'ai également lu des kilomètres de mails, parce que c'était quelqu'un de très bavard et d'échanges sur les sites catholiques. Parce qu'effectivement, il a laissé beaucoup de traces sur des forums, mais aussi à travers des mails. Quelles sont les singularités de Xavier Dupont de Ligonnès, si on trace à grands coups de crayon comme ça son portrait? Alors la première singularité, si j'ose dire, c'est son histoire. Bien sûr. C'est-à-dire une maman prédicatrice qui prévoit l'Apocalypse, qui élève ses enfants dans une ambiance de prédiction, de bain de sang, de meurtre, de colère divine. Donc ça, c'était l'ambiance dans laquelle il a été élevé, qui quand même n'est pas tout à fait banale. Ouais. Et le premier élément qui a attiré mon attention, c'est l'incapacité de marier en lui son père et sa mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une mère prédicatrice, bigote, extrêmement croyante, et vous avez un père présumé, volage, aimant la vie, la bonne chair, les femmes. Et donc, Xavier, il est en permanence dans un double registre. Sa sœur aînée dit dans son audition initiale, Xavier a vécu là-dedans, dans cette ambiance lugubre, mais ça ne l'empêchait pas d'être un garçon comme un autre, un ado comme un autre. Et effectivement, il y a toujours ce double registre qui, chez lui, est absolument singulier. C'est-à-dire que c'est un homme qui est ravagé par le désespoir et qui fait coucou, qui est guiré. Vous avez un couple qui est effectivement extrêmement malheureux. Et puis, vous avez des photos de cet homme et cette femme qui se tiennent par la main. On voit votre couverture, oui. Là, ils sont jeunes. C'est le jour des fiançailles. Et donc, ils sont beaux tous les deux. Bon, et ils ont continué d'être beaux. Ils ont continué d'être beaux sur les photos. Il y a la volonté de donner le change, en fait, c'est ça, à chaque fois ? Il y a chez lui, en effet, comme vous dites, la volonté de donner le change, mais ça va vraiment beaucoup plus loin. Parce que manger une grande entrecôte et boire une bouteille de vin quand peu de temps après avoir probablement tué, croiser un étudiant quand on fait le déménagement de la chambre de son fils en lui disant qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ses enfants, aller dans un hôtel 5 étoiles et alors évidemment, j'y étais pas. Je reprends des informations qui circulent. Bon, et faire du gringue à la directrice de l'hôtel. Il y a quelque chose d'absolument sidérant dans ce double registre que je renvoie donc à un clivage des images parentales et à un clivage très particulier chez lui qui fait que il a cette capacité singulière à donner le change, comme vous dites, et à ne jamais montrer de faiblesse, de tristesse. Et on peut dire que c'est d'ailleurs dommage parce qu'il a traversé des crises terribles. À un moment donné, il craque devant ses amis. Et il se reprend après, il dit « Ne vous affolez pas ». Après leur avoir dit qu'il allait brûler la maison, tuer tout le monde. Qu'il pensait au suicide, soit seul, en se foutant en l'air via une voiture, c'est ça de mémoire, soit en mettant le feu à la baraque. Il en parle aussi, il parle de crises d'angoisse extrêmement fortes qui le maintiennent éveillé, qui disparaissent très tardivement dans la journée. Il semble que le point de bascule de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était la mort de son père le 20 janvier 2011. Parce qu'on voit que 20 janvier 2011, la mort de son père, mars 2011, préparatif, avril, exécution et disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, c'est un point de bascule, le décès de son père ? Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il va de désillusion en désillusion. Il a quand même eu des échecs professionnels, des échecs sentimentaux. Et puis, c'est un homme dont la foi est totalement déchirée, et donc il y a cette espèce de lente glissade, et effectivement, c'est ce que dit sa sœur aînée au moment de la mort de son père, il perd pied, voilà.
Son père l'abandonne. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné une deuxième fois? C'est une parole presque christique. Alors, là, il faut faire très attention. Je suis certain qu'il y a des identifications christiques chez Xavier Dupont de Ligonnès. Son dernier message, c'est sur la généalogie du Christ. Et bien alors, ça peut être très choquant, évidemment. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est lui, si vous voulez, dans ses mails et dans ses échanges sur les sites catholiques, qui érige le sacrifice religieux comme valeur suprême, et c'est probablement le sens de son acte. Parce que pour nous, c'est une abomination, mais pour lui, c'est un sacrifice sublime des êtres qu'il aimait le plus au monde. Mais effectivement, vous, votre thèse, vous parlez d'un crime sacrificiel. Qu'est-ce que ça veut dire, un crime sacrificiel? Quel est le sens, si on se met dans la tête, effectivement, de Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, si on se met dans sa tête, il faut comprendre qu'il est devant une équation. Mourir, parce que la vie n'est plus possible. Mais mourir n'est pas chrétien. Donc, il ne faut pas que sa famille le sache. Et mourir seul, c'est abandonner les siens. C'est se séparer des siens. Ça, c'est envisageable. C'était totalement inenvisageable. Donc on apprend qu'il est très protecteur avec ses sœurs. C'est le mot de sa sœur. C'est le mot de sa sœur. Et quand j'ai rencontré sa jeune sœur, c'était très touchant de voir à quel point il l'accompagnait. Oui, il est très gentil, très attentif. C'est un garçon très gentil avec ses sœurs. Donc, il est devant, si vous voulez, il est devant une équation et il faut donner du sens à la mort. Il faut donner du sens à la mort. Et ce sens, ça va être un retour aux religieux de son enfance, mais à sa manière, à sa manière. C'est-à-dire, il a sa théologie propre, et donc, sur les sites catholiques, il explique à tout le monde que le sacrifice est au cœur de la religion, certes, mais symboliquement. Si vous voulez, alors il cite le vin de la messe qui est le sang du Christ, il cite les rites, oui, mais c'est des symboles. Donc, il désymbolise le sacrifice, et il donne du sens à son acte de suicide collectif ayant, si vous voulez, une dimension sacrificielle. Et à partir du moment où, après la mort de son père, tout ça est arrêté définitivement dans son esprit, il faut se mettre en condition, si je puis dire. C'est ce que j'appelle le travail psychique du crime, c'est-à-dire qu'il faut supprimer toute culpabilité. Pourquoi se sentir coupable puisqu'on commet un acte sublime agréé par Dieu? Supprimer la honte, il n'y a plus de honte puisque personne ne le verra. Supprimer des mouvements d'empathie puisque de toute façon, qu'il pourrait avoir au dernier moment, puisque de toute façon, il faut s'endurcir soi-même, puisque de toute façon il le fait au nom du bien. Et donc il faut s'entraîner 1000 fois dans sa tête, mais également en acte. Il va dans des clubs de tir pour s'entraîner au tir, parce que quand même, pour tuer à bout portant, pas besoin d'aller dans un club de tir. Excusez-moi d'être cynique, mais tout ça, c'est au service de sa propre habituation, de sa propre préparation, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle était particulièrement méthodique. Ça explique son sang-froid finalement, son organisation, le fait qu'il ait ce projet avec cette dimension sacrificielle. Je pense que la dimension sacrificielle, c'est ce qui lui a donné à la fois le sens et le courage et la certitude d'être dans le bien, le bon, le juste, le vrai, et qui a accompagné cette méthodique mise en acte de ce qu'il avait prévu. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, la question que tout le monde se pose, la question que tout le monde vous pose. Vous êtes expert psychiatre. Il est vivant, il est mort. Vous, votre thèse, c'est ? Alors, ma thèse, c'est que je n'en ai pas, mais néanmoins, je ne vais pas esquiver hypocritement votre question. Parce que moi, je me suis intéressé à la vie de Xavier Dupont de Ligonnès, et je me suis rendu compte que personne ne s'intéressait à sa vie. La seule chose que les gens veulent savoir, c'est est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort. Oui. Et donc, et ça ouvre des perspectives extraordinaires, parce que je pense que Xavier Dupont de Ligonnès, on n'éprouve pas pour lui
ce qu'on devrait éprouver, et parce que on en a un peu honte, mais il a défié la police, il a défié la justice. Oui, vous disiez, il n'est pas haï, hein, c'est ça. Il n'est pas haï, donc à un premier niveau, c'est ça. Mais à un deuxième niveau, je crois qu'il est à la place de l'attendu, celui qu'on attend, qui est une place à la fois religieuse, évidemment, et qui est aussi une place profane. Hein, le retour d'Ulysse après un long voyage, le retour du fils prodigue, le retour de Martin Guerre. Donc, et je pense qu'il occupe cette place, mais et que le feu couve sous la cendre, c'est-à-dire qu'il suffit d'un événement pour que tout s'embrase. Là, récemment... Donc, c'est un youtubeur, influenceur, hein, c'est voilà, ça, qui est sur influenceur. Non, mais vous pensez qu'il s'est suicidé? Moi, je pense que pourquoi vous pensez ça? Pourquoi cette hypothèse? Je ne crois pas. Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Pourquoi? De très loin. Pourquoi? Parce que toute la cinétique de sa vie et de son évolution que j'ai étudiée va vers le gouffre, mais également des choses assez simples. Pourquoi cet homme qui adorait sa famille serait resté sans donner signe de vie? Pourquoi cet homme qui était si bavard se serait tu pendant 14 ans? Pourquoi cet homme qui était déchiré, tout d'un coup, serait devenu une espèce de bloc monolithique? Pourquoi cet homme qui avait du mal à gagner un peu d'argent tout d'un coup aurait dans ce contexte-là trouvé un boulot stable? Écoutez, franchement, alors l'hypothèse de sa survie ne peut se concevoir qu'au prix d'une modification radicale de sa personnalité antérieure. Alors, admettons qu'il se soit suicidé. Pourquoi on n'a pas retrouvé le corps? Et surtout, pourquoi avoir... alors, certes, il aurait tué, parce qu'il est quand même présumé encore innocent. Pourquoi il aurait tué toute sa famille? Pourquoi il aurait pris autant de temps pour les ensevelir, les cacher? Quel sens ça a? Alors, notre problème, c'est que nous nous posons des questions avec notre rationalité, avec notre bon sens. Et notre psychologie. Et notre psychologie, absolument. Lui, il a mis en scène la disparition des corps, d'ailleurs de façon assez maladroite. Hein. Bon, et il a mis en scène sa propre disparition, parce qu'il ne fallait pas que sa famille soit au courant de son suicide et de ses crimes. Donc c'est une forme de... il a masqué la nature de ses actes. Caché, en fait, pour ensuite se suicider, c'est ça? Il y a l'idée de dissimuler son suicide, puisque c'est la thèse que vous retenez, qui vous semble la plus probable. Parce que se suicider, c'est abandonner sa famille, c'est ça que ça veut dire dans se suicider seul, oui, c'est abandonner sa famille, bien sûr. Alors que se suicider ensemble, c'est être ensemble pour l'éternité, dans l'au-delà, et c'est ne pas se séparer. Dans le cadre de la maison, tout simplement. Je crois qu'il y a une étude, enfin vous êtes psychiatre, il y a une étude qui dit que dans le cadre de massacres familiaux comme ça, si dans les 48 heures, celui qui a tué sa famille ne le fait pas, ne le fera jamais. C'est juste ou pas? Oui, c'est statistiquement juste. Mais vous croyez que Xavier Dupont de Ligonnès entre dans un cadre statistique? Vous croyez qu'avoir une mère prédicatrice, un tel parcours, il y a beaucoup de personnes qui sont comme lui. Donc, oui, habituellement, effectivement, celui qui a tué sa famille se suicide sur place, ou peu de temps après en tout cas, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on voit préférentiellement ou de façon prévalente dans les situations de crimes familiaux. C'est exact. Merci Daniel Zaguri. L'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un essai, une enquête absolument passionnante, avec beaucoup de nuances. Vraiment, je recommande votre livre, chaudement. C'est aux éditions du Seuil. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Timothée Delem. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie du Figaro. À très bientôt.